Rio plano de vedús, caminao d'Espanya, dai rius que són más amunt, puiem la muntanya, dai rius que són más amunt, puiem la muntanya. Le long du Gave d'Aspe, une quinzaine de villages de montagne, parmi lesquels Bors et Etzot. À l'ouest, le Pays Basque, 70 km au nord, Beau, et pratiquement tout autour, l'Espagne. C'est la vallée d'Aspe. Les jeunes, ils sont tous partis là. Et puis nous avions à un moment donné là, avec ici à Bedouche, nous avions le CEG déjà avant la guerre de 14, ce qui fait que nous étions en avance sur les autres vallées à cette époque-là. Mais après, c'est les autres qui se sont dépassés, quoi. Ils ont des stations de ski, ils ont des sources thermales. Il y a eu un appel de tourisme qui n'existe pas ici, quoi. Les pèlerins qui empruntent la voie d'Arles et qui arrivent à Oloron-Sainte-Marie choisissent naturellement la vallée d'Aspe pour passer le Somport et se diriger vers Saint-Jacques-de-Compostelle. À l'entrée de la vallée d'Aspe, à 20 km après Oloron, se situe l'étape de Sarance. Depuis septembre 2011, le frère Pierre Mouliat, religieux de l'ordre des Prémontrés, s'y est installé pour poursuivre la tradition d'accueil de son ordre. Quand on arrive d'Oloron, capitale du Haut-Béarn, et qu'on va vers l'Espagne, en arrivant au Pont d'Escaut, on arrive à Sarance. C'est Aran, Sarance. Aran veut dire vallée, Sarance veut dire entrée. Alors, entrée de la vallée. Et qu'est-ce que c'est Sarance si ce n'est pas entrée de la vallée? On ne peut pas parler de Sarance sans de suite parler du monastère de Sarance, du sanctuaire et de ce qui en est à l'origine. Le Prémontré, c'est un ordre créé en 1120, XIIe siècle, par un saint allemand qui s'appelait Norbert de Genève, Saint Norbert, né à Xanten, à la frontière de l'Allemagne et de la Hollande, et il a fondé en France, dans l'Ain, près de Laon, un monastère dans un lieu dit qui s'appelait Prémontré. À Sarance, alors je suis arrivé juste ici. Je pars ce matin de Oloron et je suis arrivé à Sarance au cloître où j'ai été accueilli par le frère Pierre, je ne m'y attendais pas du tout, qui m'a invité à partager le repas avec plein d'autres convives ici. Nous arrivons maintenant à Bedouce, où Régine nous invite au marché du jeudi. Nous accueillons comme chaque jeudi, toute l'année, le marché de Bedouce sur cette place qui s'anime pour ce grand rendez-vous qui existe ici à Bedouce depuis des siècles. Nous allons aller voir Régine Miramont de la ferme Miramont de Bedouce, qui est productrice de fromage de la vallée d'Aspe. Fromage de vache, fromage mixte et fromage de brebis. Hélène Barengou, elle a une activité un peu originale puisqu'elle reproduit en céramique des animaux de la faune des Pyrénées et la faune de la vallée d'Aspe, très symbolique, comme l'ours ou le vautour. Et donc c'est une céramiste qui est installée à Bors. Donc là on arrive sur le stand de Nicolas Vallet qui est un produit assez original puisqu'il fabrique du
savons et des cosmétiques à base de lait d'ânesse et lait de jument. Parce qu'il est éleveur lui-même de juments et donc il a entrepris de s'installer comme transformateur sur des produits qui sont fermiers finalement, mais qui sont assez originaux. Alors Nicolas, toi on est ici donc, toujours sur le marché de Bedouce. Quand on obtient du lait de jument ou du lait d'ânesse avant de le porter à la transformation, c'est une traite, Ouais, en fait on réalise la traite tous les jours, pendant 10 mois de l'année à peu près. Maintenant on va passer à quasiment toute l'année parce qu'on fait une partie de produits cosmétiques en savon, crème, etc. Et après on fait tout ce qui est vente de lait à des laboratoires et des savonneries pour le reste de l'année. Maintenant faire une visite très particulière qui est la visite du fort du Portalet. C'est l'endroit le plus étroit des 28 km de la vallée d'Aspe. Au Moyen-Âge, il y avait déjà un petit fortin pour prélever une taxe. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le roi Louis-Philippe ordonna de construire le fort actuel. Ici on est au pied du fort du Portalet, avec une particularité dans cet angle de vue, c'est que on voit bien ici comment le fort vient se poser sur le rocher. Et le génie donc des architectes a été de travailler très subtilement l'adaptation du bâti à la roche en place. On prélevait au niveau donc de ce fortin, le fort du Poutou on l'appelle, on prélevait donc des taxes, puisqu'il y avait du commerce sur la route, on en profitait et avec ces taxes on se payait plus ou moins l'entretien de la route jusqu'à Oloron. Et après, à partir d'on va dire un petit peu avant la Révolution, l'équilibre géopolitique va bouger et on va transformer ce fortin en point de garnison et de contrôle. Et c'est comme ça que Alfred de Vigny est venu en Vallée d'Aspe et n'a pas été dans le fort du Portalet actuel, mais était au fortin en garnison. Ici c'est le bâtiment de la poudrière. Ce petit bâtiment a la particularité en fait d'être nous paraît banal comme ça, une maison, toile de pente. À l'intérieur, il y a une structure voûtée et on a une double cloison. Et les ouvertures que l'on voit là ne sont pas des meurtrières, ce sont des fenêtres d'aération. Et ici, on est sur un passage un peu étroit aussi, donc c'est un petit passage, un portalette. C'est un diminutif. Voilà. À la Seconde Guerre mondiale, le fort devint une prison. Le régime de Vichy enferma entre autres Léon Blum, et, ironie de l'histoire en 1945, le maréchal Pétain y a été auto-envoyé, avant son exil sur l'île-Dieu. On a les cellules. Une chambre donc devient une cellule, c'est-à-dire qu'on a un seul prisonnier par cellule. Avec relatif confort, on n'est quand même pas sur des prisonniers de droit commun. On y est, les prisonniers donc, ont été ici Blum, Garbelin, Reynaud, Daladier et Mandel. Ils ont tous eu des fonctions de haut rang. Garbelin qui était le chef d'état-major par exemple, Blum, Daladier, Reynaud qui ont été présidents du conseil. Donc ce sont des personnalités. Mais qui néanmoins ont été accusés par le gouvernement de Vichy d'avoir trahi le devoir de leur charge et ont été condamnés à être internés dans une enceinte fortifiée.
juste en face de ce fort, une tranchée creusée dans la montagne. Son origine est inimaginable, il est question de roi soleil et de navires de haute mer. Bonjour Nicole. Bonjour. Parlez-nous du chemin de la Mature. Alors nous sommes ici sur un des chemins de la Mature de la vallée d'Aspe, ce chemin qui avait été creusé pour accéder à la forêt du Pac qui se trouve sur la commune d'Etsotte. Alors c'est un chemin qui a été creusé au XVIIIe siècle et effectivement c'est le plus spectaculaire, mais ils avaient exploité avant d'autres forêts dans les Pyrénées. C'est sous Louis XIV et son ministre Colbert, ils veulent développer leur marine, donc il leur faut construire des bateaux, il leur faut des sapins, des mâts. Et ces mâts viennent généralement des pays nordiques, mais quand il y a des conflits avec certains pays, ces mâts n'arrivent pas sur le territoire national. Ce chemin-ci a été creusé de 1771 à 1773. 2 ans de construction pour 6 ans d'exploitation. Et puis ce chemin, si vous avez bien regardé, il grimpe, mais il grimpe toujours modérément. Donc ils avaient des ingénieurs qui étaient positionnés sur l'autre versant, sur l'autre rive des gorges du Sescoué, et qui guidaient ces ouvriers pour que ce chemin ait une rigueur dans la pente. Donc actuellement, ce chemin de la Mature continue de vivre, il vit autrement. Donc aujourd'hui, c'est un chemin de randonnée, de nombreux locaux où des gens en vacances pratiquent ce chemin, qui permet de faire une belle boucle de 5-6 heures de marche. Mais c'est également le passage du GR10. Donc en passant par le chemin de la Mature, on atteint le col d'Ayouz pour descendre ensuite en vallée d'Ossau. Et comme on peut le voir aujourd'hui, c'est également un lieu où on y pratique l'escalade. Beaucoup de voies sont équipées sur cette falaise et nombreux sont ceux qui viennent s'expérimenter sur ce lieu. Et puis depuis 2004, l'association béarnaise des radeleurs du Gave d'Aspe et de Laurent, ainsi que l'écomusée de la vallée d'Aspe, nous avons décidé de faire revivre un petit peu cette page d'histoire. Alors nous ne faisons pas descendre des sapins sur le chemin de la Mature, mais nous reconstruisons des sapins, à partir des sapins que l'on coupe dans les forêts plus bas. Nous avons construit des radeaux et nous les faisons flotter chaque année au mois de juin sur une portion du Gave d'Aspe, bien entendu, pour se rendre compte de ce que pouvait être ce flottage de radeaux et de ces sapins, de ces forêts. Merci Nicole. Nous continuons notre escapade en prenant tout de suite de la hauteur. Direction, le village de l'Esquin, dont les origines remontent au Moyen-Âge. Le village est le point de départ idéal pour partir explorer le cirque de l'Esquin, une pièce de théâtre, grandeur nature, avec comme personnages principaux, des sommets mythiques, le pic d'Annie, la table des 3 rois et bien sûr, le massif d'Ansaberg, au pied duquel nous attend le berger. Il y en a qui sont en vacances, il y en a qui sont à la retraite, il y en a qui travaillent. Alors voilà quoi. Que vous y restez combien de temps à la cabane ici? Du mois de juin en octobre. En octobre. Mais l'année dernière, vous n'étiez pas venu ici déjà? Il y a 25 ans que je viens ici. On vient vous livrer avec des ânes là Je me débrouille tout seul. C'est lui mon âne. L'avalanche avait détruit quelle cabane? Celle-là? La neige était rentrée dedans. Elle a cassé les portes et tout ça. Il a fallu réparer. Vous n'avez pas le label Osso Irati encore? Si. Si? Ouais. On est en pleine là. Ouais. Marcel n'est pas très causant, il ne nous en dira pas plus. C'est l'heure de la sieste, on va en profiter pour jeter un coup d'œil au saloir. Et regagnons la vallée. Moi je pense que ça sert quand même, parce que des fois nous on va le prendre quand il y aura les fêtes de Bedouce. Mais
Je pense au début, il va peut-être y avoir beaucoup de monde parce que c'est nouveau, mais je ne suis pas sûre que sur la longueur, ça tienne beaucoup. La plus grosse difficulté, c'était d'amener les travaux à se faire entre Oloron et Bedouce. Parce que le conseil d'administration dans les années 2000 de la SNCF refusait. Bercy refusait. Maintenant on continuera, on aura des partenaires privés. Normalement ils annoncent pour mars 2016. Ouverture de la ligne mars 2016. On espère deviendra touristique, mais qui pourra aussi peut-être plus tard aller jusqu'à Canfranc, pourquoi pas enlever quelques camions de la religion. Beaucoup de dévotion. Un très très grand jour. On espère deviendra touristique, plus tard aller jusqu'à Canfranc, peut-être plus tard. Et le cercle bleu te salue bien. Ça va aller, tu vois. Voilà, je ne savais pas où il était le cercle. Dans ce convoi officiel, le président de la SNCF a même pris place aux côtés du président du gouvernement d'Aragon qui espère désormais la suite, le raccordement de Bedouce à Canfranc. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Que d'espoir, que de jours de combat, de colère, de générosité, de coups de pététin. De Paris, de Madrid, nous étions tous des frères quand là-haut au Somport, avec le Gypaète, 10 000 nous étions en l'an 93. En attendant qu'État et région ne s'accordent, la Nouvelle-Aquitaine et l'Aragon ont fait un vœu que la ligne Bedouce-Canfranc rouvre à l'horizon 2020. L'idée de l'Escala, en fait, elle s'est formée à deux, au début avec Lucie. Et ça s'est fait assez naturellement puisqu'il y a une librairie qui était à Bedouce qui a fermé dernièrement. Donc l'idée nous est venue assez naturellement de faire un café auquel on associerait des livres. Et du coup, quand je suis venue me greffer au projet, on a eu l'idée de développer d'autres choses comme des petits créateurs. Il y a André qui est venu se joindre au projet, qui nous a beaucoup aidé pour tout ce qui était travaux et avancée du projet aussi. Je suis arrivé vraiment ici pour aider les filles. À la base, j'étais pas spécialement dans le projet et c'est après avoir aidé aux travaux notamment qu'on m'a proposé un poste en tant qu'associé au bar L'Escala. Et on a eu Aspe Solidaire qui nous a bien aidé au montage du projet. Nous avons rendez-vous avec Anne Berdoy, présidente de l'association Aspe Solidaire. Bonjour Anne. Bonjour. Parlez-nous de votre association. Alors je suis présidente d'Aspe Solidaire 2015, qui est une association d'économie sociale et solidaire que nous avons fondée en 2011 avec Elisabeth Médard et qui a pour but de collecter de l'épargne de particuliers, de citoyens, d'habitants de la vallée, à raison de 180 € par personne. Et par an? Non, 180 € par personne sur chaque campagne de collecte. Donc pour l'instant, nous en avons fait une tous les 2 ans. Donc cette somme-là, ça nous fait une cagnotte. Une cagnotte qu'on va utiliser pour effectuer des prêts à taux zéro. Nous prêtons de l'argent à des porteurs de projets qui nous remboursent à leur rythme. Et quand tout le monde nous a remboursé sur une des campagnes, puisqu'on a fait ça en 2011, en 2013, en 2015. Donc une fois la cagnotte prêtée, remboursée, à notre tour on rembourse les adhérents. Je suis optimiste et je pense que de nouvelles idées vont émerger, de nouveaux projets. Je pense qu'Aspe Solidaire existera tant qu'il y aura besoin de ce type d'association. Le jour où on n'aura plus besoin de nous, ça sera super parce que ça sera gagné.
Cet après-midi, nous avons rendez-vous avec René Rose, ancien maire de Bors. Alors, monsieur le maire, vous allez nous parler de la vallée d'Aspe, en général. Oui. D'abord, et de Bors en particulier. Oui. Cette vallée a accusé un certain retard, notamment sur le plan de désenclavement. Et à l'époque, que ce soit la commune d'Accous pour le hameau de Hirs, qui n'avait pas de route à l'époque, que ce soit Bors pour désenclaver tous ces hameaux, puisque les gens se déplaçaient simplement à pied. Donc nous avons réalisé les accès goudronnés, donc jusqu'aux maisons, pour changer un petit peu la vie des gens. La vie des gens d'ici, ça a été primordial. Ce sont des choses que j'ai réalisées entre 1972 et 1980. Nous avons réalisé la station de ski de fond du Somport. On ne skie pas beaucoup en Vallée d'Aspe, mais au moins on y fait du ski de fond. Et comme il y a les deux stations de ski alpin à côté, Candanchou, avec laquelle nous avons des relations, et ensuite Astoun, donc on peut trouver au Somport, autour du Somport, toute l'activité, une grande activité hivernale, et j'aurais souhaité que le parc y crée aussi une activité estivale. Et de ce village pour lequel je suis resté maire, donc pendant 49 ans, jusque l'année dernière, au mois de mars 2014. Bors est très étendue, va jusqu'au Pas d'Aspe, jusqu'à la frontière espagnole. Toute la rive gauche du Gave d'Aspe, c'est la commune de Bors, avec les hameaux d'Aïriré, les hameaux du Biella, du Bérat, d'Aubise et les Forges d'Abel. L'entrée du nouveau tunnel routier est aussi sur la commune de Bors. Oui, c'est-à-dire en rive gauche, puisque nous allons jusqu'au Pas d'Aspe. Nous allons jusqu'au Pas d'Aspe. Et nous avons donc une frontière avec la commune d'Anso d'Espagne, et ensuite la commune d'Accous et la commune de l'Esqueur. Au café Le Randonneur, rendez-vous est pris avec Jean-Jacques Camara. Vous êtes l'homme qui a vu l'ours. Parlez-nous de l'ours au sein de la vallée d'Aspe. Bon, je suis un peu gêné parce que je ne suis pas le seul à avoir eu l'ours quand même, déjà, dans la vallée d'Aspe. Je sais qu'il faut une vie parfois pour voir un ours. Mais vous n'êtes pas l'homme qui a vu l'ours quand même. Non, du tout. Non, j'ai vu l'ours, j'ai rencontré l'ours ou les ours. Parce qu'on parle toujours au singulier, mais il y en a plusieurs fois, une quarantaine de fois environ, dans ma longue carrière professionnelle qui m'a amené à parcourir toutes les zones à ours dans tous les sens. Donc voilà, donc j'ai vu les ours avec des oursons, des ours adultes, des petits, des moyens, des grands. J'ai vu les traces, j'ai vu les indices. Bon voilà, c'est mon travail. Mais la population d'ours dans la vallée d'Aspe et d'Ossau, dans le Haut-Béarn, parce que c'est la population historique, a disparu doucement. Elle a régressé, disons, et puis bon, elle disparaîtra, puisqu'il n'y a plus que 2 mâles. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que ces individus disparaîtront, mais l'un a 17 ans, donc il lui reste 10 ans à vivre à peu près. Et alors quand vous voyez ce grand plantigrade, ça vous fait quelque chose quand même? Oui, c'est d'abord une grande surprise, et puis c'est une grande surprise parce qu'on s'y attend rarement à rencontrer un animal comme ça, sachant qu'il est très discret. De le voir en pleine journée comme ça, en plein pâturage, ça paraît complètement irréel, quoi. Donc on est très surpris. Et puis, si on a la chance que l'ours ne nous a pas repérés, on se régale. On voit de suite quand même que c'est gros, que l'animal bouge lentement, il est comme s'il était un peu sûr de sa puissance, donc il est tranquille, il n'est pas du tout stressé. On voit qu'il est chez lui, dans son domaine. Par contre, dès qu'il a repéré l'homme, là, il tourne les talons et il s'en va très rapidement. Voilà. Merci Jean-Jacques, et à une prochaine fois avec l'ours. Une prochaine fois, voilà.
Et voilà de la visite. Bonjour Marcel Amont. Alors Jean-Pierre et Kimba. Plat. Une vue superbe ici, à couper le souffle. C'est pour ça que on a choisi ce lieu à cause de l'environnement. Mais il faut vous trouver ici, à 1200 mètres d'altitude, c'est pas facile. On est là parce qu'on a trouvé cet endroit qui est situé au-dessus de la maison natale de ma mère. On a trouvé cet endroit tellement merveilleux qu'on a retapé la vieille grange. Et voilà, et on passe des vacances d'été ici. C'est vrai, c'est beau. J'y suis pour rien, mais c'est très beau. C'est bien. Marcel Amont, vous êtes né à Bordeaux. Qu'est-ce qui vous a fait venir en Vallée d'Aspe? Ah ben mon père et ma mère étaient originaires de là. Mon père et ma mère, mon père d'Etsotte, ma mère de Borse, étaient des petits paysans. Et le père des deux côtés était berger. Si vous voulez qu'il soit employé à la banque, non, ça n'existait pas. Alors tous les gens étaient bergers, ils cultivaient un lopin de terre. Les deux grands-pères sont morts jeunes. Et les enfants se retrouvant désemparés, plus de troupeaux, puisque évidemment c'était les hommes qui partaient à la montagne et qui s'occupaient du troupeau. La vie était trop rude, très difficile. Et ils sont partis travailler à la ville. C'était le cas. Ce pays s'est pas désertifié, puisque désertifié, ça veut dire qu'il y a du sable à la place de la végétation. Mais les gens sont partis. Il y a eu un exode de population que tout le monde connaît bien. Les écoles étaient pleines. Maintenant, on fait du regroupement. Il y a une classe pour 5 ou 6 villages. Ce sont des pays qui ont été dépeuplés, quoi. Voilà. Et c'est ainsi que mon père et ma mère, c'était les immigrés de l'intérieur, finalement. À l'époque, ce n'étaient pas des Italiens ni des Polonais. C'était des gens, des Bretons, des gens venus de la province qui gagnaient les villes où la vie était plus facile. Ma mère m'a dit un jour, tu sais, mon petit, elle avait 20 ans quand même. J'ai commencé à prendre, avec son bel accent béarnais, j'ai commencé à prendre goût à la vie du jour où j'ai eu une paye à la fin du mois. Une paye à la fin du mois, mais c'était quelque chose de merveilleux. Quand l'ours, parce que le nounours maintenant on le protège, mais quand l'ours vous attrapait une ou deux vaches, c'était pour vos pieds et personne ne venait vous la rembourser. La vie était très dure, très difficile. Mais c'est pas par hasard que tous ces braves gens qui peuplaient tous ces hameaux et ces villages sont partis en ville, quoi. La vie était moins rude, même si elle n'était pas facile. Qu'est-ce qu'elle représente cette vallée pour vous finalement? D'abord elle est belle, on n'y est pour rien, mais elle est belle, très sauvage. C'est pas un hasard si c'est le biotope des derniers ours d'Europe occidentale. Elle est très sauvage, très encaissée. Très encaissée. Il y a des ruisseaux qui c'était pas le Rhin. Hein, les vallées sont très encaissées, ce qui lui donne son pittoresque. Comment vous voyez la vallée dans les 5 ans à venir? Moi, je vois que dalle. Je suis prévoyante extra-lucide. Je connais rien. Et quand je mets mes mains sur une boule de cristal, je sais pas. Je sais que quand je regarde dans mon rétroviseur, je trouve que c'est un magnifique pays où la vie était trop rude pour que les autochtones y soient restés. C'est bien triste, c'est comme ça. C'est pas propre à la vallée d'Aspe, hein. Dans tous les pays de montagne, dans le monde entier d'ailleurs, je me suis laissé dire. Les gens surpeuplent les villes. Bon, ben ça c'est autre chose. Ce qui va advenir, moi j'imagine, je peux imaginer pas plus ni moins que vous, je peux imaginer que l'avenir, à condition de bien s'en occuper sérieusement, devrait être au tourisme. Il me semble, qu'est-ce que vous voulez faire? Mettre des usines ici, faire des élevages massifs de truites pour que les pêcheurs du monde entier viennent la taquiner. C'est beau, et puis, bon, on a le calme. Écoutez, je vais essayer de tchatcher. Le bruit lointain du gave. De temps en temps, un épervier. C'est magnifique. À Bethléem. À Bethléem. Voilà, ça veut dire à bientôt. Et si on veut rajouter que tout aille bien pour vous, on dit
Hepen de buenos, ce qui veut dire faites-vous-en des bonnes, mais des bonnes quoi? C'est une tournure typiquement Hepen de buenos. Et het beroi, alors ça aussi si on traduit ça veut dire beroi c'est joli. Het beroi, ça veut dire que les choses soient jolies pour vous, mais les vieux traduisaient allez, au revoir et faites joli. Casgatera maneto, era blanco purichetto, drumninetto, drumninu, paikita spagno mai tauluru. Mainare tut puquette, che sbadutte nu caulet, pergutat cum un cousset, che suiasina gli spasme, hari hari scivale. Peraquero carreretto, che ha passato purichetto, aquel che l'ha visto, aquel che l'ha agarrato, aquel che l'ha plumato, aquel che l'ha hicato tupi, e aquel che se n'ha hetu rambussi. Pergutat cum un cousset, che suiasina gli spasme, hari hari scivale. Peraquero carreretto, che ha passato purichetto, aquel che l'ha visto, aquel che l'ha agarrato, aquel che l'ha plumato, aquel che l'ha hicato tupi, e aquel che se n'ha hetu rambussi.